dans les entrailles de la tristement célèbre prison de la Santé à Paris, le plus grand illusionniste de sa génération, Sylvain Moreau, surnommé l'Artisan, croupit pour un crime qu'il n'a pas commis. Condamné par une illusion plus grande que les siennes, il prépare son chef-d'œuvre final, non pas sur une scène éclairée, mais dans le silence d'une cellule d'isolement. Il s'apprête à prouver au monde que les murs de pierre et les barreaux d'acier ne sont que des obstacles pour le corps, mais jamais pour un esprit qui a maîtrisé l'art de l'impossible. Si cette histoire de mystère et d'ingéniosité vous intrigue, n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner pour plus de récits captivants. La cellule 1138 du quartier de haute sécurité de la prison de la Santé était un monument à la négation. 6 mètres carrés de béton poli par le désespoir, une couchette en acier scellée au mur, des toilettes en inox et un lavabo. Pas de fenêtre, seulement une fente grillagée près du plafond qui laissait filtrer une lumière blafarde et les sons étouffés de Paris, un monde aussi lointain qu'une autre galaxie. C'était un cube conçu pour broyer l'esprit, pour réduire l'homme à sa plus simple expression animale. Mais Sylvain Moreau n'était pas un homme ordinaire. Assis en tailleur sur sa couchette, le dos droit, les yeux fermés, il n'était pas un prisonnier, il était un observateur. Depuis 372 jours, il étudiait. Il apprenait le langage de sa cage. Il connaissait le bruit exact que faisait le pène de la lourde porte en acier à 6h02 et à 22h02. Il pouvait distinguer les pas du gardien Luc, jeune et rythmé, de ceux du chef Perrin, lourd et lassé. Il sentait les vibrations dans le sol lorsque le métro de la ligne 6 passait sous la prison, un tremblement sourd à 8h14, 8h21, 8h28. Pour le monde extérieur, Sylvain Moreau, l'artisan, était fini. L'illusionniste de génie qui avait fait léviter la pyramide du Louvre et disparaître une rame entière du métro parisien en pleine heure de pointe, avait été brisé. On l'avait accusé du vol audacieux du collier de l'Étoile Noire, un chef-d'œuvre de joaillerie, dérobé dans un coffre-fort que l'on disait impénétrable. Les preuves étaient accablantes, car le vol avait été commis à sa manière, sans effraction, sans violence, comme un tour de magie. C'était un piège parfait, une mise en scène diabolique orchestrée par son rival, Antoine Dubois. Dubois n'était pas un artiste, mais un homme d'affaires richissime et collectionneur obsessionnel d'artefacts magiques, qui convoitait les secrets de Sylvain. Lors du procès, Sylvain avait vu le triomphe dans les yeux de Dubois, une satisfaction cruelle et possessive. Il n'avait pas cherché à se défendre. Contre une illusion si parfaitement construite, les mots étaient inutiles. Il avait accepté le verdict avec un calme qui avait déconcerté la cour, un léger sourire aux lèvres, comme s'il était le seul à connaître la chute d'une plaisanterie cosmique. Dans sa cellule, ce calme n'était pas de la résignation, mais de la concentration. Il était un ingénieur face à un problème mécanique, un psychologue face à un sujet complexe. Les gardiens le prenaient pour un homme brisé, qui passait ses journées à méditer ou à fixer le mur. Le chef Perrin, un homme cynique bâti par 30 ans de service, le méprisait. « Regardez-le, le grand magicien, disait-il souvent à Luc. Il peut faire disparaître la tour Eiffel, mais il ne peut même pas faire disparaître ses propres murs. » Luc, plus jeune, était moins certain. Il observait Moreau avec une sorte de curiosité inquiète. Il avait remarqué des détails étranges. Les mains de Moreau n'étaient jamais inactives. Même en méditant, ses doigts bougeaient subtilement, s'exerçant, manipulant des objets invisibles. Il avait aussi noté la façon dont le prisonnier suivait du regard une fissure minuscule dans le béton, ou comment il semblait parfois écouter le mur, la tête légèrement penchée, comme s'il percevait des murmures inaudibles. Aujourd'hui, Sylvain sentait que le temps de l'observation touchait à sa fin. Le temps de l'action approchait. Il ouvrit les yeux. Son regard n'était pas celui d'un prisonnier, mais celui d'un artiste avant de monter sur scène. Il se leva et marcha jusqu'au mur du fond. Il posa sa paume contre le béton froid. Il ne sentait pas une barrière, mais une surface pleine de possibilités, un voile attendant d'être tiré. Il repensa à Harry Houdini, son idole, qui avait déclaré qu'aucune prison ne pouvait le retenir. Mais Houdini était un expert en serrure et en contorsion. Sylvain, lui, était un maître de la physique, de la psychologie et de la perception. Son évasion ne serait pas une question de force ou d'agilité. Ce serait une question de connaissance. Il allait appliquer les grands principes de son art, la diversion, la substitution, la fausse direction non pas à un public, mais à la réalité elle-même. La cellule 1138 n'était pas sa prison. C'était sa scène. Et le plus grand tour de sa vie était sur le point de commencer. Personne ne le regardait, et pourtant, le monde entier était son public. Il sourit.
Le spectacle allait bientôt commencer, et il n'y aurait qu'un seul acte. Les longues heures de solitude n'étaient pas un vide pour Sylvain, mais un espace qu'il remplissait de souvenirs et de calculs. Enfermé dans le silence de sa cellule, il voyageait librement dans le plus inviolable des palais, son propre esprit. Il fermait les yeux et se retrouvait instantanément dans son atelier, un lieu secret situé sous une vieille librairie du quartier latin. C'était son sanctuaire, un chaos organisé de livres anciens, de rouages d'horlogerie, de lentilles, d'électroaimants et de carnets de croquis. Les murs étaient tapissés de plans architecturaux de grands monuments parisiens et de traités de physique quantique. C'est là qu'il était devenu l'artisan. Son art n'avait jamais été basé sur des supercheries ou des pouvoirs surnaturels, une idée qu'il trouvait vulgaire. La magie, pour lui, était la science non encore comprise par le public. C'était l'application rigoureuse des lois de l'univers pour créer un effet qui semblait les défier. Il se revit, adolescent, dévorant des ouvrages sur l'acoustique, la résonance, l'optique et l'ingénierie structurelle. Il n'apprenait pas des tours, il apprenait des principes. Il avait étudié comment les ondes sonores pouvaient voyager à travers différents matériaux, comment une vibration à la bonne fréquence pouvait créer des micro-fissures dans une structure, comment la lumière pouvait être courbée et la perception humaine si facilement trompée. Son premier grand tour public, celui qui l'avait rendu célèbre, n'était pas la disparition d'un lapin, mais la transparence momentanée d'une statue de bronze sur la place des Vosges. Il n'avait pas rendu la statue invisible, il avait utilisé un réseau complexe de projecteurs holographiques et de manipulateurs de lumière, synchronisés à la seconde près, pour créer une illusion parfaite qui avait trompé des milliers de spectateurs et les caméras de télévision. Le secret ne résidait pas dans un gadget, mais dans des mois de calcul sur la réfraction de la lumière à différentes heures de la journée. Dans sa cellule, ses souvenirs n'étaient pas de la nostalgie, mais des outils. Il se remémora chaque détail des plans de la prison de la Santé, qu'il avait étudiés des années auparavant, non pas en prévision d'une évasion, mais par pure curiosité intellectuelle, comme il avait étudié les plans de l'Opéra Garnier ou du Centre Pompidou. Il se souvenait des différentes phases de construction de la prison, de sa structure originelle du XIXe siècle aux rénovations plus modernes. Il savait que sous la peau de béton et d'acier du XXIe siècle se cachait un squelette plus ancien, un labyrinthe de conduits de ventilation oubliés, de passages de services murés et de systèmes d'égouts victoriens. La prison se croyait moderne et infaillible, mais Sylvain voyait sa structure comme un palimpseste, un manuscrit où les anciens textes n'avaient pas été entièrement effacés. Il commença à appliquer ses connaissances à son environnement immédiat. Les vibrations du métro n'étaient plus une simple nuisance, elles devenaient un instrument de mesure. En se concentrant, en sentant les ondes de choc se propager à travers le sol et les murs, il pouvait commencer à cartographier mentalement la densité des matériaux, à deviner la présence de vides ou de structures différentes derrière le béton de sa cellule. Le son de l'eau dans les canalisations lorsqu'un autre détenu tirait la chasse devenait une forme de sonar. Il écoutait l'écho, la réverbération, et construisait une carte acoustique de son bloc. Il n'avait pas besoin de ses yeux pour voir à travers les murs, il utilisait ses oreilles et son sens du toucher. Chaque jour, il ajoutait un détail à son plan mental. Il identifia une zone sur le mur du fond, juste à gauche de la couchette, où le son semblait légèrement différent, plus creux. C'était là. Un ancien conduit de maintenance, presque certainement muré lors de la rénovation de l'aile dans les années 80. C'était son chemin. Maintenant, il lui fallait les outils. Et pour cela, il devait transformer la psychologie de ses gardiens en son premier levier. La phase d'observation était terminée. L'orchestration pouvait commencer. Il se leva et attendit, le calme incarné, le passage du chariot repas, son premier contact avec le monde extérieur, sa première opportunité de mettre en pratique l'art de la manipulation subtile. Le véritable art de l'illusionniste ne réside pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il empêche son public de voir. Sylvain Moreau allait maintenant appliquer ce principe fondamental aux gardiens de la prison de la Santé. Son objectif n'était pas de voler des clés ou de maîtriser un garde, ses méthodes étaient grossières, bruyantes et vouées à l'échec. Son but était de rendre sa préparation totalement invisible, de la dissimuler à la vue de tous, en la fondant dans la routine la plus monotone et la plus scrutée qui soit, la vie en quartier d'isolement. Il commença par les gardiens eux-mêmes, les transformant, à leur insu, en complices involontaires. Il étudia le chef Perrin et le jeune Luc comme un public. Perrin était le sceptique, l'homme blasé qui ne croyait qu'à ce qu'il voyait et qui, par conséquent, était le plus facile à tromper. Luc était plus dangereux, il était curieux, observateur, son esprit n'était pas encore émoussé par des décennies de routine. Sylvain devait donc jouer sur deux tableaux. Avec Perrin, il adopta le masque de la défaite.
Il devint le prisonnier modèle, silencieux, obéissant, presque catatonique. Il répondait aux ordres d'une voix monocorde, fixait le sol, ne cherchait jamais le contact visuel. En quelques semaines, Perrin cessa de le voir comme une menace ou même comme une personne. Moreau devint un meuble, une partie du décor. Lorsqu'il effectuait les inspections de la cellule, le regard de Perrin glissait sur les murs, le lit, le prisonnier, sans plus rien enregistrer. Il cherchait des objets interdits, pas des intentions invisibles. C'était la première étape, devenir si ennuyeux qu'on en devenait invisible. Avec Luc, la stratégie était plus subtile. Sylvain savait qu'ignorer le jeune gardien ne ferait qu'attiser sa curiosité. Il choisit donc de l'engager, mais d'une manière qui canalisait son attention. Lors des rares occasions où Luc l'accompagnait pour la distribution des repas, Sylvain lui posait des questions simples, presque enfantines, sur le temps qu'il faisait dehors, ou sur le résultat d'un match de football. Il créa une interaction minimale, une routine de conversation banale qui donnait à Luc l'impression de bien cerner le prisonnier, de le contrôler. C'était une fausse direction psychologique. Pendant que Luc se concentrait sur les mots, il ne faisait pas attention aux mains. Et c'est avec ses mains que Sylvain opérait. Sa longue pratique de la prestidigitation lui permettait des mouvements d'une rapidité et d'une discrétion surnaturelles. Au fil des semaines, il commença à collecter. Un jour, en rendant son plateau repas, sa manche frôla un minuscule morceau de métal qui s'était détaché du chariot, un éclat de la taille d'un ongle. Le mouvement fut si fluide, si anodin, que même une caméra au ralenti l'aurait manqué. L'éclat disparut dans la paume de sa main. Une autre fois, il réussit à arracher un seul fil, long et solide, de l'ourlet de sa couverture. Puis ce fut un petit morceau de plastique dur du manche de sa brosse à dents, patiemment usé jusqu'à ce qu'il se détache. Chaque objet était insignifiant en soi. Pour les gardiens, c'étaient des détritus. Pour Sylvain, c'était l'arsenal d'un ingénieur. Il cachait ses trésors dans le seul endroit qu'on ne fouillait jamais en profondeur, l'intérieur du joint d'étanchéité des toilettes en inox. Parallèlement à cette collecte, il commença son travail acoustique. Il avait besoin de silence et de couverture sonore. Il orchestra donc le silence. Il remarqua que les gardiens détestaient le bruit. Il se mit donc à faire du bruit à des moments précis, de manière erratique. Il tapait un rythme sur son lit, ou laissait tomber sa timbale en métal. Au début, les gardiens réagissaient vivement. Moreau, arrêtez ça. Mais il continua, de manière imprévisible, jusqu'à ce que, par lassitude, ils s'habituent. Ces bruits devinrent une partie de la toile de fond sonore de la prison, un bruit de plus qu'ils ignoraient. C'était exactement ce qu'il voulait. Il avait conditionné ses gardiens à ignorer les sons provenant de sa cellule. Désormais, lorsqu'il aurait besoin de faire un bruit très précis, très faible, mais réel, il le noierait dans le souvenir de ces bruits inutiles. L'orchestration était en place. Il avait ses outils, minimes mais suffisants. Il avait neutralisé la vigilance de ses geôliers. Il avait préparé le terrain acoustique. Le silence de la cellule 1138 n'était plus un silence d'oppression, mais un silence vibrant de potentiel, un silence qu'il avait lui-même composé. Le rideau pouvait maintenant se lever sur l'acte suivant, le dialogue avec le mur. Le travail sur le mur commença sans un geste, sans un son. Il commença dans l'esprit de Sylvain, par une application rigoureuse du principe de résonance. Il savait qu'attaquer le béton de front avec ses outils dérisoires serait une pure folie. La force brute n'était pas une option. Il devait utiliser la ruse, la patience et la physique. Il se souvenait d'une démonstration qu'il avait faite des années auparavant, où il avait brisé un verre de cristal à distance, non pas avec un son puissant, mais en trouvant la fréquence de résonance exacte du verre et en l'exposant à une onde sonore pure de cette fréquence. Le verre avait semblé vibrer, puis s'était désintégré de lui-même. Il allait appliquer le même principe au mur. Il n'allait pas le casser, il allait le convaincre de s'ouvrir. Son premier outil fut le minuscule éclat de métal récupéré sur le chariot. Il l'avait patiemment aiguisé en le frottant contre le sol en béton sous son lit, un travail de centaines d'heures, cachant la fine poussière en la mélangeant avec celle déjà présente. Il avait maintenant un petit burin, fragile mais incroyablement pointu. Son deuxième outil était un fil de sa couverture, qu'il avait enduit de savon, récupéré de sa ration personnelle, pour le rendre plus rigide et silencieux. La nuit, lorsque la prison était plongée dans une quiétude relative, seulement troublée par les toux et les cauchemars des autres détenus, le vrai travail commençait. Il se plaçait contre le mur, à l'endroit précis qu'il avait identifié grâce à sa cartographie acoustique.
Il utilisait son fil comme un stéthoscope improvisé, le tendant entre le mur et son oreille, pour mieux capter les vibrations les plus infimes. Il attendait le passage du métro. Le grondement sourd qui faisait trembler la structure était son diapason. Il écoutait, non pas le bruit, mais la manière dont le mur réagissait, la note qu'il chantait en réponse à la vibration. Après des semaines d'écoute, il identifia la fréquence. Il commença alors la phase active. En utilisant son éclat de métal, il ne frappait pas. Il tapotait. Des percussions minuscules, à peine audibles, qui semblaient n'être rien de plus que le mouvement d'un insecte. Mais chaque tapotement était calculé. Il suivait un rythme précis, une cadence qui correspondait à la fréquence de résonance qu'il avait décelée. Il travaillait par sessions de quelques minutes, toujours pendant les moments de couverture sonore, le passage du métro, le fracas des portes métalliques au changement de quart, une altercation dans le couloir. Pour un observateur extérieur, ces actions auraient semblé être celles d'un fou, tapotant un mur sans raison. Mais pour Sylvain, c'était un dialogue. Il envoyait des ondes dans le béton, des ondes qui, bien que faibles, s'additionnaient, créant une tension interne dans la structure. Pour masquer son travail, il utilisa une technique de pur illusionniste. Il mélangea de la poussière de béton, le résultat de ses tapotements, avec de la salive et une minuscule quantité de savon pour créer une pâte. Cette pâte avait presque exactement la même couleur et la même texture que le mur. Après chaque session, il rebouchait méticuleusement les micro-fissures qu'il avait créées. L'inspection la plus minutieuse n'aurait rien révélé. Le mur semblait intact. Mais sous cette fine couche de camouflage, le béton était en train de mourir. Semaine après semaine, les micro-fissures se rejoignaient, formaient un réseau, comme les veines d'une feuille. Sylvain sentait le changement sous ses doigts. Le mur n'était plus une masse inerte. Il respirait. Il était devenu fragile, comme une coquille d'œuf. Il avait séparé une section d'environ 50 cm de large et 70 de haut du reste de la structure, sans jamais produire un son plus fort qu'un chuchotement. Un soir, alors qu'il pressait légèrement la zone avec sa paume, il sentit un mouvement infime, un donné qui n'existait pas auparavant. C'était prêt. Le passage était ouvert, bien que toujours scellé par une fine peau de béton et de camouflage. Il avait fallu près de 6 mois de travail nocturne, une patience et une discipline surhumaine. Il n'avait pas forcé le mur. Il lui avait appris une nouvelle chanson, et le mur s'était disloqué en harmonie. Il se recoucha sur sa couchette, son cœur battant calmement. Il ne ressentait aucune euphorie, seulement la satisfaction tranquille de l'artisan qui contemple son œuvre achevée. Il attendit. Il attendit une nuit de tempête, une nuit où le ciel de Paris gronderait et où le vent hurlerait autour de la prison. Une nuit où la nature elle-même lui fournirait l'orchestre pour son acte final. La tempête arriva un mardi soir de novembre, comme si le ciel lui-même avait été engagé pour la représentation. Des rafales de vent s'engouffraient dans les couloirs de la prison avec des sifflements de banchets, et le tonnerre grondait, faisant trembler les vitres des bureaux administratifs. C'était une couverture sonore parfaite, un chaos naturel qui rendrait les gardiens moins attentifs, plus enclins à rester dans leur guérite chaude qu'à faire des rondes méticuleuses. C'était la nuit. Sylvain avait su qu'elle viendrait. Il l'avait sentie dans l'air, dans la pression atmosphérique, dans la manière dont la lumière avait décliné ce jour-là. Il était assis sur sa couchette, parfaitement calme. Il avait passé la journée dans un état de méditation profonde, préparant son esprit et son corps à l'épreuve à venir. Il avait mangé son repas du soir avec lenteur, conservant un morceau de pain comme dernière source d'énergie. À 22h02, le pêne de la porte claqua pour la dernière fois. Le chef Perrin, pressé de finir sa ronde, jeta un regard distrait dans la cellule. Il vit Moreau, assis sur son lit, immobile, la silhouette d'un homme vaincu. « Bonne nuit », l'artiste lança-t-il avec son sarcasme habituel avant de claquer le lourd Judas. Le dernier contact visuel était rompu. Le spectacle pouvait commencer. Sylvain attendit encore 1 heure, laissant le temps à la prison de s'endormir, de sombrer dans sa routine nocturne. Puis, il se mit au travail. Il se rendit au mur du fond et, avec ses doigts, commença à gratter délicatement la pâte de camouflage qu'il avait appliquée pendant des mois. Sous ses ongles, les contours du bloc de béton affaibli apparurent. Il n'eut pas besoin de frapper. Il plaça ses paumes sur le bloc et poussa, fermement et continuellement. Il y eut un léger grincement, le son de la pierre qui se séparait, un son entièrement couvert par une rafale de vent. Le bloc pivota vers l'intérieur, aussi silencieusement qu'une porte bien huilée. Derrière, une obscurité totale,
et une odeur de poussière, de temps et d'oubli. L'ancien conduit de maintenance. Il était encore plus étroit qu'il ne l'avait imaginé, un boyau vertical d'axe en grave peine 50 cm de large. Sans hésiter, il se glissa à l'intérieur. L'obscurité était absolue, étouffante. Il déposa le bloc de béton à côté de lui, puis, se retournant dans l'espace exigu, il le remit en place. De l'intérieur du mur, il utilisa le reste de sa pâte de savon pour le sceller temporairement. La réparation était grossière, mais dans la pénombre de la cellule, elle tiendrait jusqu'à l'inspection du matin. Maintenant, il était emmuré vivant, dans le ventre de la prison. La claustrophobie aurait dû le saisir, mais Sylvain se sentait étrangement libre. Il était dans son domaine, le monde des coulisses, des passages secrets, des espaces intermédiaires. Il commença sa descente. Il se déplaçait comme un spéléologue, utilisant ses pieds et son dos pour se freiner contre les parois rugueuses. La poussière de décennies lui remplissait les poumons, mais il contrôlait sa respiration, la rendant lente et silencieuse. Il se fiait entièrement à la carte mentale qu'il avait construite. Il descendit d'un étage, puis d'un autre. Il passa derrière des cellules où il entendait la respiration d'autres détenus. Il était un fantôme dans la machine. Après ce qui lui sembla une éternité, ses pieds touchèrent un sol horizontal. Il se trouvait dans un conduit collecteur, datant de la construction originelle. L'air y était plus humide, et il entendait le murmure lointain de l'eau. Il était sur la bonne voie. Il rampa dans le conduit, s'orientant au toucher, suivant les tuyaux froids qui couraient le long des murs. Il atteignit une grille en fer forgé, corrodée par la rouille. C'était la dernière barrière avant les anciens égouts. Il utilisa le petit morceau de plastique dur de sa brosse à dents, qu'il avait taillé en forme de levier. Il l'inséra dans le mécanisme de verrouillage rouillé. Ce n'était pas une serrure moderne, mais un simple pêne. Avec une patience infinie, il força le mécanisme. Le métal gémit, mais le bruit fut couvert par un coup de tonnerre particulièrement violent. Le verrou céda. Avant de franchir ce dernier seuil, il fit une pause. Il sortit de sa manche un dernier objet, qu'il avait gardé précieusement. Une carte à jouer. La reine de pique, sa carte fétiche, celle qu'il utilisait toujours pour le final de ses spectacles. Elle était de sa propre conception, avec un dessin unique au dos. Ce n'était pas un simple tour de passe-passe, c'était une signature. Une déclaration. Il retourna sur ses pas, remonta le conduit vertical avec une agilité née du désespoir, et atteignit le bloc de béton de sa cellule. Il le délogea une dernière fois, juste assez pour passer la main. Il traversa la cellule silencieuse, posa la carte bien en évidence, face visible, au milieu de sa couverture parfaitement tirée. Puis, il retourna dans le mur, remit le bloc en place, et redescendit. Son dernier tour de magie pour ce public était terminé. Il ouvrit la grille et se laissa glisser dans les égouts du XIXe siècle qui coulaient sous Paris. L'artisan avait disparu. Le matin se leva sur un ciel lavé par la tempête, d'un gris pâle et froid. À 6h02, le jeune gardien Luc commença sa ronde, poussant le lourd chariot du petit déjeuner. Arrivé devant la cellule 1138, il ouvrit le Judas comme tous les matins. Moreau, debout. Pas de réponse. Ce n'était pas inhabituel. Moreau était souvent silencieux. Mais quelque chose était différent. La cellule était trop calme, trop ordonnée. Le lit était fait avec une précision militaire, ce qui n'était jamais le cas. Et au milieu de la couverture grise, un objet attira son regard. Une seule carte à jouer. Intrigué, Luc appela le chef Perrin. Le chef, venez voir ça. Perrin arriva en traînant les pieds, sa mauvaise humeur habituelle assombrie par une nuit bruyante. Il regarda par le Judas et haussa les épaules. Il nous fait un tour de cartes maintenant? Ouvrez. Luc introduisit la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit dans un grincement. Ils entrèrent. La cellule était vide. Perrin sentit une sueur froide perler sur son front. Il se précipita vers le lit. La reine de pique les regardait, moqueuse. L'impossible, murmura-t-il. Il secoua la couverture, regarda sous le lit, dans les toilettes. Rien. Sylvain Moreau s'était volatilisé. Alarme. Alarme. Évasion au quartier d'isolement. La sirène déchira le calme matinal de la prison. En quelques minutes, le bloc fut bouclé, chaque cellule inspectée, chaque recoin fouillé.
La panique et l'incrédulité se répandirent parmi le personnel. Comment un homme avait-il pu disparaître d'une cellule fermée de l'intérieur, dans l'aile la plus sécurisée de France? Les théories les plus folles commencèrent à circuler. C'est dans ce chaos qu'arriva l'inspectrice Isabelle Laurent. Chef de groupe à la brigade de répression du banditisme, elle était connue pour son esprit méthodique, son calme imperturbable et son mépris total pour tout ce qui n'était pas logique et factuel. Elle n'aimait pas les affaires médiatiques, et celle-ci s'annonçait comme un cauchemar. Elle entra dans la cellule 1138, qui avait été bouclée comme une scène de crime. Elle ignora les gardiens paniqués et commença son travail. Elle observa la pièce dans son ensemble, puis se concentra sur les détails. Le lit parfaitement fait. La carte à jouer, qu'elle fit mettre sous scellé sans la toucher. Puis le mur du fond. Elle passa sa main dessus. Rien. Elle demanda une lampe puissante et examina la surface sous différents angles. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose. Une ligne de faille presque invisible, un contour subtilement différent dans la texture du béton. « Personne n'a rien entendu cette nuit ?» demanda-t-elle. Perrin secoua la tête. « Une tempête a réveillé les morts, inspectrice. On n'aurait pas entendu un canon. » Isabelle Laurent n'aimait pas les énigmes. Et celle-ci était de taille. Elle ne croyait pas à la magie. Pour elle, chaque tour avait une explication, un mécanisme, une supercherie. L'évasion de Moreau n'était pas un acte de sorcellerie, c'était un exploit d'ingénierie et de psychologie. C'était un message, et la carte à jouer en était la signature. Elle se fit apporter le dossier de Sylvain Moreau. Elle le lut en entier, non seulement les rapports de police sur le vol du collier, mais aussi des articles de presse sur ses illusions. Elle fut frappée par la complexité de ces spectacles. Il n'était pas de simples tours de passe-passe, mais des opérations logistiques et scientifiques de grande envergure. Cet homme était un planificateur, un stratège. Elle se tourna vers le chef Perrin. Et qui était son principal ennemi? Qui l'a fait tomber? Antoine Dubois, répondit Perrin. Un collectionneur. C'est lui qui a fourni le témoignage clé. Isabelle nota le nom. Elle avait déjà entendu parler de Dubois. Un homme puissant, secret, réputé pour son obsession des objets rares et son absence de scrupules. Elle sentait que la clé de l'évasion ne se trouvait pas seulement dans les murs de la prison, mais aussi dans les raisons de l'incarcération de Moreau. « Je veux une équipe de techniciens ici, ordonna-t-elle. Des experts en matériaux, des ingénieurs en structure. Je veux qu'ils auscultent ce mur centimètre par centimètre. Je ne cherche pas un trou. Je cherche une couture. » En quittant la cellule, son regard se posa une dernière fois sur le vide. Le rideau était tombé sur une scène vide, mais l'acte principal, elle le sentait, ne faisait que commencer. L'illusionniste n'avait pas seulement échappé à la justice. Il l'avait défiée. Et Isabelle Laurent adorait relever les défis. Une fois sorti des égouts près du jardin des plantes, Sylvain Moreau redevint un fantôme. Paris, la ville qu'il avait adulée, était désormais un terrain de chasse où il était la proie. Son visage était partout aux informations, l'évadé et magicien, le mystère qui fascinait et effrayait la nation. Mais comment trouver un homme qui a passé sa vie à maîtriser l'art de ne pas être vu? Sylvain se fondit dans la ville comme de l'eau dans l'eau. Il utilisa les techniques de déguisement et de modification comportementale qu'il avait perfectionnées pour ses spectacles. Un changement de posture, une démarche différente, une casquette, des lunettes, et il devenait un touriste anonyme, un ouvrier se rendant au travail, un clochard fouillant les poubelles. Il était tout le monde et personne à la fois. Il se réfugia dans les zones grises de la ville, les lieux que les gens normaux évitent, les catacombes, les gares de triage abandonnées, les toits de Paris. Il vivait dans les coulisses de la métropole. Il survécut grâce à la prestidigitation, non pas pour le spectacle, mais pour le nécessaire. Un portefeuille subtilement subtilisé à un homme d'affaires pressé dans le métro lui donnait assez d'argent pour quelques jours de nourriture. Il n'éprouvait aucune culpabilité, il se considérait comme réquisitionnant des fonds pour une guerre qu'il était le seul à mener. Sa cible n'était pas la police, ni la société. Sa cible était unique, Antoine Dubois. Sylvain savait que pour prouver son innocence, il ne suffisait pas de s'évader. Il devait démasquer le véritable architecte de sa chute. Il commença à observer Dubois, utilisant ses compétences pour traquer l'homme le plus puissant et le mieux protégé de Paris. Il devint une ombre dans le sillage de Dubois, apprenant ses habitudes, les failles de sa sécurité, ses vices cachés. Pendant ce temps, l'inspectrice Isabelle Laurent menait sa propre guerre,
une guerre de la logique contre le mystère. Ses équipes techniques avaient confirmé ses soupçons. Le mur de la cellule 1138 avait bien été découpé et remis en place. Ils avaient découvert les traces de la pâte à base de savon et les micro-fissures causées par une vibration à haute fréquence. C'était, selon le rapport de l'ingénieur, un travail d'une précision et d'une patience diabolique. Isabelle était à la fois horrifiée et admirative. L'évasion était expliquée, mais l'homme restait une énigme. Elle décida de s'attaquer à l'autre bout du problème, l'affaire du collier de l'étoile noire. Elle rouvrit le dossier, contre l'avis de ses supérieurs qui considéraient l'affaire comme close. Elle interrogea à nouveau les témoins, examina les preuves. Elle remarqua des détails qui avaient été ignorés. La désactivation du système de sécurité du musée était trop parfaite, trop propre. Elle ne ressemblait pas à une des illusions complexes de Moreau, qui laissait toujours une part de spectacle. Cela ressemblait plutôt à une désactivation de l'intérieur, par quelqu'un qui avait les codes. Son enquête la mena inévitablement à Antoine Dubois. Elle obtint un mandat pour enquêter sur ses finances et ses communications au moment du vol. Officiellement, il était un témoin clé et une victime potentielle, le collier faisait partie d'une collection qu'il convoitait. Officieusement, Isabelle le plaça en haut de sa liste de suspects. Elle se rendit à l'ancien atelier de Sylvain, qui était sous scellé depuis son arrestation. Le lieu était fascinant. Ce n'était pas l'antre d'un charlatan, mais le laboratoire d'un inventeur de génie. Elle trouva des carnets remplis d'équations complexes, de schémas de mécanismes incroyablement détaillés. Elle comprit que Moreau était bien plus qu'un illusionniste. Il était un artiste scientifique. Dans un des carnets, elle trouva des plans pour une illusion intitulée le spectre du coffre-fort. C'était une méthode théorique pour faire apparaître ou disparaître un objet d'un coffre fermé, en utilisant des champs électromagnétiques pour manipuler un mécanisme caché à l'avance. Le plan était d'une complexité folle. Mais une note en marge attira son attention, hypothèse, ne fonctionnerait que si le coffre est un modèle KO78. À vérifier auprès de Dubois, qui en possède un. Dubois. Le nom était là, écrit de la main de Moreau, des mois avant le vol. Le piège n'avait pas commencé au musée. Il avait commencé bien avant. Deux chasses à l'homme se déroulaient en parallèle dans le théâtre d'ombre de Paris. Celle, officielle, d'Isabelle Laurent pour retrouver un fugitif. Et celle, secrète, de Sylvain Moreau pour retrouver sa vie. Et leur chemin commençait à converger vers le même homme. Le final ne pouvait avoir lieu que sur scène. Sylvain Moreau n'était pas un assassin ni un voyou, il était un homme de spectacle. Sa vengeance ne serait pas un acte de violence, mais une performance, son plus grand tour, où la vérité serait révélée sous les feux des projecteurs. Il savait qu'Antoine Dubois organiserait bientôt son gala de charité annuel, un événement mondain réunissant le tout Paris de la finance, de la politique et des arts. Ce gala se tiendrait dans son hôtel particulier, un véritable palais ultra sécurisé. C'était là que Dubois, se sentant invincible, était le plus vulnérable. C'était la scène parfaite. Pendant des semaines, Sylvain utilisa ses talents pour s'infiltrer dans la machine logistique de l'événement. Déguisé, il se fit embaucher comme technicien lumière par une société prestataire, puis comme serveur par une autre. Il cartographia les lieux, étudia les systèmes de sécurité, et surtout, il prépara le clou du spectacle. L'inspectrice Isabelle Laurent avait, de son côté, réuni suffisamment d'éléments pour avoir de sérieux doutes sur Dubois, mais rien de concret pour l'inculper. Le dossier était blindé. Elle savait cependant que Moreau, en liberté, était comme un loup autour de la bergerie. Elle était convaincue qu'il allait agir, et probablement lors de ce gala. Elle obtint une invitation et décida de s'y rendre, non pas en tant que policière, mais comme une invitée parmi d'autres, ses sens en alerte maximale. Le soir du gala, l'hôtel particulier de Dubois scintillait. Le champagne coulait à flots. Antoine Dubois paradait, savourant son triomphe social. Au milieu de la soirée, il annonça une vente aux enchères au profit de son œuvre de charité. L'objet phare de la vente, une sculpture moderne d'une valeur inestimable, présentée sous une vitrine blindée au centre de la grande salle de bal. C'est à ce moment que les lumières de la salle clignotèrent et s'éteignirent, plongeant l'assemblée dans une obscurité quasi totale pendant une dizaine de secondes. Un murmure de panique parcourut la foule. Quand la lumière revint, la sculpture était toujours là. Dubois sourit, rassurant. Là un petit problème technique, mesdames et messieurs. Mais alors qu'il s'approchait de la vitrine pour commencer les enchères, il pâlit. À l'intérieur de la vitrine, à côté de la sculpture,
reposait le collier de l'étoile noire, scintillant de mille feux. Comment était-il arrivé là? La vitrine était inviolée. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Tous les regards étaient fixés sur le collier, puis sur Dubois, dont le visage était un masque de stupeur et de terreur. « Ce collier ?» commença une journaliste présente dans la salle. « N'est-ce pas celui pour lequel l'illusionniste Moreau a été condamné ?» Dubois, piégé, tenta de se ressaisir. « C'est un tour. C'est Moreau. Il est ici. » C'est alors qu'une voix s'éleva, non pas de la scène, mais de partout à la fois, diffusée par les enceintes du système de sonorisation que Sylvain avait piraté. « Non, monsieur Dubois. Je ne suis pas ici. Mais mes secrets, eux, le sont. » La voix de Sylvain, calme et précise, emplit la salle. « Vous convoitiez mes carnets, mes inventions. Vous pensiez pouvoir les acheter, puis les voler. Vous avez utilisé mes propres théories sur le spectre du coffre-fort pour voler le collier et me faire accuser, n'est-ce pas ?» Sur un grand écran derrière la scène, une vidéo se lança. C'était un enregistrement de caméra de surveillance, datant de la semaine précédant le gala. On y voyait Dubois, dans sa salle des trophées privés, manipulant le vrai collier et expliquant à un complice comment il allait le faire réapparaître pour créer un coup médiatique et accuser Moreau une seconde fois d'être un harceleur. Sylvain avait piraté le système de sécurité de Dubois et l'avait poussé à se vanter devant ses propres caméras. Face à la preuve irréfutable, face aux centaines de témoins, Dubois s'effondra. Isabelle Laurent s'avança calmement à travers la foule stupéfaite. « Antoine Dubois, vous êtes en état d'arrestation. » Alors que les policiers emmenaient l'homme d'affaires, Isabelle regarda autour d'elle, cherchant un signe de l'illusionniste. Elle ne le vit pas. Mais son téléphone vibra. Elle avait reçu un message d'un numéro inconnu. Le plus beau tour de magie, n'est-ce pas, inspectrice? Non pas faire disparaître quelque chose, mais faire apparaître la vérité. Q. La lettre Q ou pour reine, Queen. Elle sourit. Sylvain Moreau avait gagné. Son nom serait blanchi. Il était de nouveau un homme libre, mais il resterait une ombre, un mythe. Plus tard, dans son bureau, Isabelle Laurent sortit de son tiroir la carte à jouer trouvée dans la cellule 1138. La reine de pique. Elle la posa sur son bureau. Le tour de maître n'était pas l'évasion, ni la révélation. C'était d'avoir transformé la plus sceptique des policières en une spectatrice admirative. Le rideau était tombé, et pour la première fois, elle applaudissait.